Il y a eu une réaction, je veux dire, des parlementaires maliens. Il y a un parmi ces députés qui s'est exprimé devant ses camarades. On dit camarades? Collègues parlementaires. Merci, Président. Et donc, on va prendre l'extrait. C'est en 1 ou 2 minutes, je crois bien. Et on revient juste après. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Chers collègues, je pense qu'aujourd'hui, nous devons arrêter de jouer la comédie. Arrêtons de jouer la comédie en tant que représentants du peuple. Je pense que nous devons cesser d'être distraits dans la salle aujourd'hui. Ces images-là nous parlent. Ces images de nos pays, de nos populations nous parlent aujourd'hui. Nous devons rester concentrés sur ce problème aujourd'hui. C'est la énième fois que nous interpellons le gouvernement par rapport à cette question de la sécurité. Monsieur le Président, ce sont nos fils, nos enfants, nos mamans qui sont tués à longueur de journée. Cela ne doit pas nous rester indifférents. Nous ne devons en aucun cas rester indifférents. Je reviens au gouvernement. Monsieur le ministre, vous avez dit qu'il y a des défaillances dans les renseignements. Qu'attendez-vous aujourd'hui pour remplacer vraiment ceux qui sont défaillants? Ceux-là qui sont défaillants, qu'attendez-vous? On attaque Ogosagou, on attaque Koulongo, on attaque Douara, on attaque aujourd'hui Sovanou. Où sommes-nous? Où sommes-nous? Les informations, où sont les informations? Où est-ce que nous détenons ces informations? Pourquoi nous n'avons pas les informations? Les malfaiteurs aujourd'hui, ils communiquent avec quoi? Sur notre territoire. Les services de communication aujourd'hui, Orange et Malitel, sont où? Ou bien ils ont d'autres moyens de communication. Il faut que cela soit dit, monsieur le ministre. Il faut que la vérité soit dite. Je reviens, je suis de ceux-là qui disent aujourd'hui que ce n'est pas des conflits intercommunautaires. Ayez le courage de dénoncer la France aujourd'hui comme l'ont fait les pays voisins. Le Maurice Burkinabé l'a fait. Le Niger tout près l'a fait. Pourquoi nous manquons de ce courage pour dénoncer la France aujourd'hui? Les attitudes aujourd'hui de ces partenaires aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche de les dire? Voilà, merci donc à la réalisation pour cet autre élément. Président Bandakani, je voudrais commencer par vous. Comment vous analysez l'invitation du président Emmanuel Macron? Vous m'avez demandé d'être pour. Merci déjà. Moi, je suis quelqu'un qui respecte les patrons dans leur rôle. C'est vous le patron ici. Et il ne faudrait pas que ce que vous appelez impolitesse laisse croire qu'il n'y a pas des arguments de haut niveau à opposer à ce monsieur. En tout cas, nous ne doutons pas de votre capacité à utiliser les Bon, je vais d'abord vous rappeler que il est inculte. D'accord. Ça, c'est l'impolitesse, là? Non, allez-y, ouais. Je vous en prie. C'est un fait, M. Macron est inculte. On va d'abord commencer à lui rappeler ça. Quand on a un tel niveau de responsabilité dans ce pays que vous appelez grand pays qu'on appelle la France, je pense qu'il y a un minimum de formation et de culture qu'on doit avoir. Si on n'a pas vos services spéciaux, vous les donnez. Et on prépare les fiches pour des sujets quand vous voulez parler. Parce que quand vous êtes des champions de donner les leçons, vous présentez comme un savant, vous parlez n'importe comment et à tout le monde, n'est-ce pas? On va vous rappeler les choses. D'abord, j'ai l'impression qu'il ne connaît même pas l'histoire des bases militaires françaises en Afrique. Il ne connaît pas. On devrait le briefer avant qu'il ne parle. Il ne connaît pas. Toutes les bases militaires françaises se sont implantées en Afrique avant l'indépendance pour la plupart. Je dis pour la plupart. Donc aucun pays africain ne les a appelés ici. Parce que quand il parle, il fait comme si les bases militaires ont commencé avec le terrorisme à l'Afrique de l'Ouest là. Non, il ne connaît pas. Je veux dire qu'il ne connaît pas. Donc je veux qu'on lui rafraîchisse la mémoire. Il ne sait pas, c'est Macron. Vous voyez qu'il n'a pas le niveau, non? Il ne connaît pas. Donc, s'il savait, il ne parlerait pas comme ça. Barkhane au Tchad. Mais c'est là depuis combien d'années? Depuis au moins 30 ans bientôt. C'est le nom qui a changé. Depuis au moins 30 ans, c'est le nom qui a changé. Depuis au moins 30 ans. M. Macron ne sait pas ça. Il pense que Barkhane au Tchad, ça a commencé hier là. C'est ce qu'il pense. Donc, les bases militaires en Afrique, les pays africains n'ont pas appelé les Français de venir installer les bases militaires chez eux. C'est faux. M. Bachir, il faut rappeler ça à ces messieurs. Il faut le lui rappeler, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut le lui rappeler depuis M. de Gaulle, pour que la France vienne en Afrique, n'est-ce pas? Et que nous avons des palais. De Gaulle était foiré, comme on dit chez nous au Cameroun. Parce qu'il n'avait pas l'argent, il n'avait rien. Nos parents ont cotisé pour des palais de Gaulle, il n'avait rien. Nos parents ont cotisé à Douala au Cameroun. La résistance française est née au Cameroun, Bachir est née au Cameroun.
faut rappeler ça à ce monsieur que vous appelez président. M. Bachir. C'est nous au Cameroun. Nous avons cotisé l'argent pour dépanner de Gaulle qui n'avait rien. Il était en Guinée quand il est arrivé à Douala. En Guinée. On l'avait chassé partout. On l'a chassé à Dakar. La France était sous Pétain. Pétain avait dit, Hitler, tu es Dieu, je me couche. C'est comme ça que de Gaulle a organisé la reconquête de son pays. Et c'est comme ça qu'après, les bases militaires ont commencé à s'installer. Mon cher Bachir. Il faut rappeler ça à ce monsieur président. Il ne connaît pas ça. Que le monde entier entende que nous on est en train de faire une leçon d'histoire de la France à monsieur Macron, président de la France. Il ne connaît même pas ça. Bon, il fallait commencer par là. Il ne sait pas de quoi il parle. À partir du moment où il ne sait pas de quoi il parle, il ne peut que dire que des bêtises. Des bêtises, mon cher Bachir. Alors commençons. Pourquoi il est comme ça? Allons pas à pas. Depuis un bon bout de temps, monsieur Bachir, ce monsieur, il craque des nerfs partout tous les jours. Ça va commencer, pas seulement ici. Regardez bien quand il parle. Il n'est pas serein pour rester poli. Là où il est là, sa tête va exploser. Vous savez qu'en France, c'était les gilets jaunes. Et il s'en vantait, il se moquait d'eux. Que non, ce sont des aigris. Ce sont des sauvages. Ça fait 13 mois. Oui, 13 mois, là, il disait que ce sont des sauvages. Parce que c'est ça, ils veulent renverser les institutions. Mais alors nous parlons en France, mon cher Bachir, alors nous parlons en France, ce qu'on appelle le mouvement social institutionnel. Ça veut dire que les institutions comme les syndicats, qui en France ont une reconnaissance légale. Donc ce ne sont pas des aigris, ce ne sont pas des casseurs, comme on veut qualifier les gilets jaunes. Ce qui ne sont pas d'ailleurs, tout le monde le sait. Donc, le mouvement social légal institutionnel en France est entré en grève pour refuser son projet raciste de retraite là, hein, en France là, son projet de classe, racisme de classe qu'il veut imposer. Et il y a une convergence maintenant entre le mouvement social légal, Bachir, et les gilets jaunes. La France va être ingouvernable dans les jours et les mois qui viennent. Il n'aura pas un deuxième mandat si ça continue comme ça. Vous voyez pourquoi il est fou? Vous voyez pourquoi il perd le nom? Et à chaque fois qu'un président français était en situation d'être chassé de pouvoir en France, il fait quoi? Il invente une guerre extérieure. Il détourne les yeux des Français vers l'extérieur. Et quoi de mieux que de flatter les Français? Leur instinct de puissance, c'est de tourner les yeux vers l'Afrique et jouer au petit nazi, comme il est en train de jouer là. Jouer au petit nazi pour flatter l'instinct, les bas instincts français. Détourner la colère des Français vers l'extérieur. Mon cher Bachir, je vais plus le mener précis. Je reviendrai sur l'affaire des 13 soldats morts. Avant que les soldats là ne meurent, je reviendrai. Moi, je vais dire qui a tué les 13 soldats. Nous, on connaît. Moi, je vais le dire à mon... Nous, on connaît. Et quand on vient de m'arrêter ou me démentir, moi, je ne me cache pas. Quand il m'arrête, on me démentir. Tout à l'heure, ce que je vais dire. Avant que les soldats ne meurent, mon cher Bachir, on a attrapé au Mali 2 services secrets, 2 agents des services secrets français. Qui organise, encadre les djihadistes. Mon cher Bachir, est-ce que tu fais ça? On les a attrapés, main dans le sac. Ils étaient en train d'encadrer les djihadistes. Comme on les avait attrapés ici au Cameroun. On les a pris main dans le sac. Je vous écoute. Et pas les petits agents secrets. Ce n'est pas des marginaux, des agents secrets français. Et en plus de ça, mon cher Bachir, le Burkina Faso a enfin eu le courage officiellement de dire qu'on est fatigué de vous. Nous avons tellement, avant on ne parlait pas, mais maintenant si un de vos avions traverse notre espace aérien, on la bat. Pourquoi? L'armée burkinabé a les preuves que c'est la France qui est derrière les terroristes. Alors, mon cher Bachir, devant une telle montée, sans parler des Maliens qui enfin se sont réveillés. Après nous avons insulté hier, ils sont réveillés pour comprendre que leur ennemi, c'est la France. Comme le dit ce député, ce brave député malien. Les populations commencent à manifester nuit et jour. Que partez chez vous. Vous et votre machin de l'ONU là, partez chez vous. C'est vous qui encadrez les terroristes. Mon cher Bachir, face à ça, c'est le moral de l'armée française à l'étranger qui était sérieusement en péril là. Et si cette armée-là est en péril, c'est très grave pour l'équilibre politique de la France. C'est très grave, nous savons de quoi nous parlons. Il restait quoi, M. Macron? Organiser la mort de 13 soldats. Je parle à mon vision, hein. C'est la France qui a tué ses soldats. Alors, c'est vrai que quand vous le dites, on a quand même envie de dire on aimerait avoir des éléments d'épreuve en tant que média. Ok, très bien. D'abord, sur le plan purement technique, les hélicoptères dont on parle, on les a présentés comme étant quoi? Les meilleurs de dernière génération, vrai ou faux? Vrai ou faux, M. Bachir? Oui. Les meilleurs de dernière génération. C'est-à-dire que même en cas de collision, vous comprenez? Tel que ces hélicoptères ont été conçus, vous n'avez pas ce genre de mort. Bon, non,
C'est les Français qui ont présenté ces hélicoptères-là. Allez les prendre là. Ils ne vont pas changer ces hélicoptères. Hein. Oui. Les faits sont là, mon cher Bachir. Ça veut dire que ces hélicoptères-là, même en cas de collision, ça ne passe pas comme ça. L'appareil a la capacité d'éjecter rapidement, automatiquement, les pilotes. Hein. Et l'État islamique a revendiqué ce mot, non, M. Bachir. Il y a eu un démenti officiel de la France. Vous le savez, non? Oui. Pour dire que ce n'est pas vous. Ça veut dire quoi? Si la France fait un démenti officiel pour dire que ce n'est pas vous, c'est que la France sait qui a tué. Vous comprenez ça? Donc la France attend quoi alors pour dire qui a tué? Alors comme elle dit, moi je dis que c'est la France qui a tué ses soldats. Non, il y a les antécédents. Mais bien, je dis que je parle à moi. Je dis que ça fait qui parle. C'est Banakani qui parle. Et il y a les antécédents. Bouaké, vous avez oublié Bouaké? C'est les 7 ou 9 soldats. C'était 7 ou 9 soldats. 9 soldats français tués à Bouaké. N'est-ce pas la France? Ça veut dire que c'est pas vous qui a tué. Les familles ont enquêté. On retrouvé les pilotes, les Biélorussiens. Il y a toutes les preuves maintenant sont établies pour démontrer que ce n'est pas M. Babo qui a tué. Que ce sont les Français qui ont tué leurs soldats. Dès qu'on est arrivé là, on a dit classer secret défense. On a dit aux familles, allez vous faire, baladez-vous. M. Bachir, nous parlons, nous démontrons ce que nous disons. Nous ne s'amuse pas ici. Donc, à partir de ces éléments-là, moi je dis ceci, c'est la France qui a tué ses soldats. Elle a l'habitude de le faire chaque fois qu'elle a une situation difficile. Elle tue ses soldats pour justifier quelque chose. Or, fais le lien, Bachir, fais le lien. À qui profite ce crime? Dès que les soldats sont morts, la France montre au créneau. Elle commence à menacer ses collègues, entre guillemets, ses partenaires de l'OTAN. Écoutez bien, elle commence à les menacer, alors qu'elle n'était pas en position de parler à ses collègues de l'OTAN. Parce que depuis, elle ne pèse plus. Tout à l'heure, je l'ai dit, elle ne pèse plus. Elle menace les collègues de l'OTAN. Et justement après ça, écoutez M. Macron. Le criminel revient sur le lieu de crime. Il commence à menacer qui? Et il cite les deux pays qui menacent, c'est quoi? Burkina Faso et Mali. Comme par hasard, les deux pays, au Mali, on a attrapé les Français à flagrant délit d'encadrement des terroristes. Et au Burkina Faso, l'état-major burkinabé a dit vos avions, s'ils traversent encore notre espace aérien, on les abat. Ce n'est pas le fait du hasard, Bachir. Vous croyez que vous avez des enfants? Vous n'avez pas de voir ce qui se passe. Donc les 13 soldats ont été sacrifiés par monsieur Macron pour justifier ce retour en force qu'il est en train de vouloir faire, croyant que par là, il va balayer le sentiment anti-français qui monte, y compris dans les pays qu'il n'imaginait pas, comme le Mali et le Burkina Faso. Mon cher Bachir. J'ajoute un autre argument. Par là, nous sortons, on va passer la parole. Tout à l'heure, je reviendrai encore avec plus d'implémentation sur d'autres arguments. Sur le plan politologique, mon cher Bachir, tout à l'heure, je parlais de la baisse de la crédibilité internationale de la France. La baisse, ce n'est pas nous et moi. Les Italiens, il y a quelques mois, vous vous souvenez, non? Les Italiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux Français, vous êtes des colons en plein 21e siècle. Sur la question du CFA. Vous volez les Africains, non? Vous êtes gentils. Vous êtes des voleurs. Vous prenez avec la force qui ne vous appartient pas. Vous volez les Africains. C'est non. Vous vivez pas grâce à votre travail. Vous vivez grâce au travail des Africains. Nous, les Italiens, on vit grâce à notre travail. Macron a bavardé, il est passé par derrière la nuit, négocier avec les Italiens pour que l'affaire se calme, mon cher Bachir. Alors, ça veut dire quoi négocier? C'est vous abaisser. Et ce n'est pas fini. Lorsque les Italiens ont cessé, lorsqu'il allait attaquer le président brésilien, comme il pense que, comme il perd la tête là, il s'oublie là, il perd la tête, le gars lui a appelé, lui a dit tais-toi! Tais-toi, tu es un colon, tu es le dernier colon de ce monde. Tu colonises, va libérer les Africains d'abord. Bon, je ne parle pas d'autre chose. Hein. On est peut-être qu'on soit poli ici, non? Je ne parle pas d'autre chose. Le président Bolsonaro lui a dit, va d'abord libérer les Africains. C'est une honte. La France est un pays qui vit sur le dos des Africains. Tu es un pilleur. Vous êtes incapable de travailler et de vivre sur votre effort. Vous vivez grâce aux efforts des Africains que vous tuez depuis des millénaires. Vous les tuez depuis bientôt un siècle. Vous tuez les Africains. Vous prenez leur argent et leur travail par la force. M. Macron a fait profit bas, mon cher Bachir. Et c'est pas fini. Vous connaissez M. Erdogan, non? Ce président turc. Qu'est-ce qu'il vient de lui Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il lui a dit tais-toi. Tais-toi, tu donnes les leçons à qui? Tu dois parler quand les gens parlent. Vous êtes des colons. Vous êtes un faux pays. Vous êtes des criminels. Vous tuez les Africains. Vous prenez leur argent. Et vous les insultez. Vous êtes des méchants. Tais-toi, M. Macron. Tu n'as pas de leçon à donner à personne sur la terre parce que tu es le président d'un pays de méchants. Toi-même, tu es méchant. Il a fermé sa bouche.
Donc, Bachir, vous voyez, il y a tout ce discrédit international qui peut faire péter les plombs à quelqu'un. Tu comprends? Et il commet l'irréparable, comme ce qu'il a commis. Comment est-ce qu'il va arranger ça? Nous ne savons pas, M. Bachir. Tout à l'heure, je reviendrai avec d'autres arguments géopolitiques et peut-être plus personnels. Sur même la psychologie, n'est-ce pas? On y reviendra. De ce monsieur que vous appelez président de la France. C'est le président de la France. Merci, président Bandakani. Et Bertrand Tachinda. Bachir, j'étais assez très peiné par ce discours. J'ai été peiné parce que, en fait, le président Macron, en fait, s'adressait depuis l'OTAN. Il va avoir le gros problème au sein de l'OTAN, un certain nombre de divergences. Washington va lui expliquer que l'OTAN, c'est 80% du matériel américain. Vous n'arrivez pas à respecter vos engagements au sein de l'OTAN. Ça veut dire que 1,5% de votre produit intérieur brut doit aller au financement aussi des opérations militaires de l'OTAN. Première des choses, désaccord avec Washington. M. Macron a été mis en minorité. Les propos qu'il aura vis-à-vis de l'OTAN, Mme Merkel, première puissance économique, première puissance industrielle, va rappeler à Macron, non. Question de lui dire que, qui garantit ta sécurité, M. Macron? C'est l'OTAN. Vous savez que moi, j'appartiens au camp de l'OTAN. C'est-à-dire que nous ne soutenons pas l'OTAN parce que l'OTAN a chaque fois été mis dans le passé dans une relation incestueuse criminelle au service de la France. C'est l'OTAN qui va assassiner, qui va faire tomber la Libye. La France est allée en guerre en Libye avec 8 Mirages. C'est quand les États-Unis, avec les B-52, les Tomahawk, sont entrés en guerre que l'armée de Kadhafi va céder après beaucoup de mois de résistance. C'est l'OTAN qui va gagner la guerre en Libye. La deuxième des choses, c'est que au sein de l'OTAN, il y a eu un désaccord avec le président turc. Et le président Banda a raison de le dire. Il était question de définir ce qu'on appelle un terroriste. Et le président turc va être clair et dire à Macron que Macron entretient le terrorisme. Vous ne pouvez pas créer les terroristes, travailler avec les terroristes, armer les terroristes et le lendemain envoyer vos soldats contre ces terroristes alors que vous armez les terroristes souvent mieux que vos soldats. Ici, nous lançons un appel aux familles des 13 soldats. S'ils veulent entrer en contact avec nous, il faut qu'ils montent une action judiciaire. Parce que jusqu'à présent, la France n'a pas pu mettre le moindre élément qui montrait qu'ils étaient en position de guerre et de combat. Ils disent que les 13 sont morts en position de guerre et de combat. Pas une image. Pas une image. Au moment où nous parlons, vous pouvez avoir des images satellitaires de notre rencontre ici. Tout à fait. Et de nos discussions ici. Pas une image n'a été retransmise aux familles. Ils n'étaient pas en position de guerre. Troisième des choses qui m'a beaucoup peiné avec M. Macron, en fait, Bachir, c'est ce qu'il va définir en quelque sorte de réévaluer les termes de leur présence. Le président Déby a été clair et il l'a dit à M. Macron que la France, l'Union européenne, va nous balader. Nous avons tenu des réunions de concertation. Nous avons fait des évaluations. Il faut 450 millions d'euros. Il faut 500 millions de dollars. Et on n'a pas besoin de soldats français. Ça veut dire qu'avec 500 millions de dollars, nous, les 5 pays du G5 Sahel, nous mettons fin, en quelque sorte, au terrorisme dans le Sahel. Il veut convoquer une réunion. La réponse lui a été donnée quand il parle d'une réévaluation. On se demande à quel jeu joue M. Macron. Il faut qu'il arrête ça. Il faut qu'il arrête ça. Le président Déby va le lui répondre même déjà avant cette intervention. Sur le plateau de M. Alain Foka, avec M. Issoufou, vous savez qu'on n'a pas souvent aimé le président Issoufou dans un certain nombre d'actions. Mais là, il va être très clair, le président Issoufou. Le président Déby va réitérer ça dans le journal Jeune Afrique. Dans le journal Jeune Afrique. Il va dire que mais à quoi on joue? C'est quoi ses partenaires? Et pour défendre notre chef, mieux, la CEDEAO. Il l'a dit sur Afrique Média. Mieux, la CEDEAO va se réunir et voter en fait un plan de financement de 1 milliard de dollars. Certes, ils n'ont pas de l'argent cash, mais ils ont dit votons-le déjà, montrons notre bonne volonté. Question de dire à la France qu'ils n'ont plus besoin de réunion avec la France. C'est terminé, ils n'ont plus besoin de réunion avec la France. Troisième des choses, Bachir,
Il faut requalifier la concertation politique. Vous savez, Bachir, le monde occidental, Macron, comme le président Banda l'a dit, a été porté au pouvoir par le 440, pas l'argent. Il faut un retour sur investissement. Et l'intervention française au Sahel était en quelque sorte une façon de vendre le savoir-faire militaire français et l'armement de France. Et on se rend compte avec cet accident qu'effectivement le savoir-faire militaire français laisse à désirer. Que la France n'est pas infaillible non seulement dans la lutte contre les terroristes, mais même dans des actions militaires. Ça fait quoi? Que un certain nombre de pays qui avaient misé uniquement sur la coopération bilatérale avec la France pour équiper les armées se rendent compte qu'effectivement, ça ne rend pas heureux et ça ne sécurise pas. Vous aviez vu le dernier sommet à Sochi, beaucoup de pays africains ont décidé de rouvrir une porte de coopération, d'abord tant sur le plan économique que militaire avec la Russie. Voilà ce qui rend Macron fou. C'est que les patrons du 440 lui disent que M. Macron, nous faisons un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 2017, troisième exportateur. Il faut que vous nous vendiez les armes, nous avons porté au pouvoir. Donc c'est ça, Macron. Or, même les pays du G5 Sahel, le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie qui devra forcément et qui s'impliquera dans cette affaire, le Niger, ont compris que effectivement le savoir-faire russe, parce qu'on va voir la Russie à l'œuvre pendant plus de 12 mois, 24 heures sur 24 de bombardement, sans demander ravitaillement en termes de pétrole, sans demander un territoire pour faire décoller des avions, sans demander des transals pour transporter du matériel militaire. Poutine en un an va mettre en quelque sorte Daesh au pas. Or, la France, en combien de temps de présence? Serval est arrivé. Serval est arrivé quand l'armée du Tchad était montée déjà au créneau. Vous avez eu Serval, ils vont faire muter Serval en Barkhane, mais il n'y a pas de victoire. Et il n'y a même pas de savoir-faire français en termes Pour revenir sur ce speech du président Emmanuel Macron, alors il a dit, et je vais le paraphraser, Bertrand Tachinda, et parlant des chefs d'État, les 5 qu'il a invités, il doit faire un travail politique pour faciliter le travail militaire. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? J'arrive pas à comprendre. Ils doivent faire un travail politique à leur niveau pour faciliter le travail militaire. Non, Macron est clair. Oui. Macron demande de faire taire le panafricanisme. C'est tout. Macron demande au président du G5 Sahel, au président de la CEDEAO, d'arrêter le panafricanisme, de faire fermer les médias, de faire arrêter les responsables si possible. Qu'on n'en veut plus. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus. Je vous dis qu'il est en forte concurrence sur le plan géostratégique, géomilitaire et géoéconomique avec la Russie et la Chine. Mais Macron ne tient plus. Je vais plus loin. Washington a décidé en quelque sorte de voler de ses propres ailes et d'avoir sa propre vision sur ce qu'on appelle le terrorisme. Pourquoi? Parce que c'est Washington qui a mis un droit de veto, en quelque sorte, même à l'ONU sur le financement de la force du G5 Sahel. Parce qu'ils avaient une divergence de vue. Washington estimait que l'argent ne devait pas aller, en fait, sur ce qu'on va appeler la communauté internationale représentée par la France. Que s'il faut financer le G5 Sahel, il faut que l'argent aille aux États et aux troupes sur le terrain. Or, où est l'intérêt de Macron d'avoir des forces du G5 Sahel puissantes qui peuvent véritablement auto-assurer leur sécurité? À partir du moment que vous avez un G Sahel puissant sur le plan militaire, ils vont poser les bonnes questions. Première question, la présence française dans le Sahel. Deuxième question, ils auront la force politique et le levier militaire pour dire que ce CFA-là, excusez-nous, il faut qu'on y réfléchisse un peu. Troisième des choses, véritablement, ils pourront dire qu'effectivement, nous avons les capacités aujourd'hui de pouvoir multiplier des actes stratégiques clairs. Pékin, Moscou. Donc, où est l'intérêt pour la France? Donc, pour la France, c'est faire taire le panafricanisme. Dernière des choses, Macron prononce un certain nombre de propos qui sont un danger pour les Africains. Il parle de terrorisme. Oui. C'est-à-dire, il met sur le même pied d'égalité le terrorisme, le changement climatique et la progression démographique. Quand Macron parle, est-ce que les Africains écoutent même? Ils écoutent. Macron met sur le même pied d'égalité le terrorisme,
Le changement climatique est une forfaiture. Le président brésilien lui a dit que c'est une forfaiture. Washington a dit que c'est une connerie. Et la progression démographique, dont la présence française en Afrique aussi, a d'abord, en premier temps, pour vocation d'arrêter ce qu'il appelle la progression démographique. C'est-à-dire qu'il est question pour Macron d'empêcher que vous soyez en fait des puissances humaines. Parce que quand on est un vaste territoire comme l'Afrique, quand on est une puissance humaine, on a deux atouts. On a la jeunesse véritablement qui peut se battre et en quelque sorte s'organiser dans les mouvements panafricanistes pour résister à la France. Deuxièmement, vous avez une abondance de matières premières quand vous êtes un vaste territoire. C'est la raison pour laquelle vous avez des pays comme la Chine et la Russie. Merci à vous, Bertrand Tachinda. Alors, Armel. Le déclin de la France, Armel va prendre la parole. On lance un appel à tous les panafricanistes véritablement que le 16 doit sonner véritablement comme la fin, effectivement, de la présence française en Afrique. Merci à Bertrand Tachinda. Alors, Abou Armel, pensez-vous justement que les chefs d'État qui seront présents à ce sommet vont vraiment donner exactement les mêmes réponses qu'ils donnent aux journalistes, parce qu'il faut bien le dire, oui, parce que devant les journalistes, ils ont été irréprochables. Vont-ils pouvoir dire au président Macron que voici ce que nous voulons, tout simplement? Eh bien, mon très cher frère Bachir, ça, je voudrais dire que le penser ainsi qu'ils pourront dire, hein, ce qu'ils disent devant les journalistes, ça va dans le domaine de la fantasmagorique, parce que nos chefs d'État, nous les connaissons. Ils disent quelque chose le jour et la nuit. Hein, bon, je n'ai pas trop les lancer des pierres, mais ils sont liés quelque part quand ils arrivent là-bas. Parce que vous pouvez être très fort, hein, dire ce que vous pensez, mais vous ne pouvez pas rentrer à la maison parce qu'on le sait, comment ils l'ont fait au Rwanda. L'avion de Habyarimana a été explosé en plein vol. Et le président Biya a sauvé mon président Babo dans le temps. Il a dit, ah, jeune frère, faut te calmer là, affaire là, parce que tu veux rentrer voir tes enfants, il faut mettre de l'eau dans ton vin, parce que ceux-là, si tu continues avec ce ton-là, tu risques de ne pas rentrer. Mais c'est une réalité qu'ils vivent. C'est la même réalité que Macron disait une fois, que vous êtes libre de sortir du franc CFA. Il le disait de façon ironique pour dire, gars au premier qui s'aventurera à sortir, on va l'allumer, on va le descendre. Alors, donc, c'est dans ce discours-là que nous sommes. C'est pourquoi que ce discours qu'il a eu, moi je vais l'analyser sur deux plans, sur la forme et puis sur le contenu. Donc sur la forme, c'est un discours paternaliste qu'on voit encore, un discours esclavagiste et colonialiste que nous voyons encore venant d'un jeune comme lui qui se définissait comme quelqu'un qui n'a pas connu le colonialisme, donc quelqu'un de moderne, de démocrate, alors que dans tout son discours, c'est un discours égocentrique qu'il a donné, où il parle que de jeu, et il donne des injonctions. Il parle de partenariat, alors que il donne que des injonctions dans son discours. Je n'aimerais pas voir ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir cela comme tout simplement que le président Macron serait rattrapé par la réalité du pouvoir, la réalité même du squelette politique de la France? Macron, il hérite d'un bagage lourd qui est la France-Afrique, un bagage lourd, mais un bagage qui est mal barré, un bagage qui arrive dans ce 21e siècle-là, où Afrique Média est créé. Donc, ce bagage-là, c'est un bagage, comme on dit, où souris, en Côte d'Ivoire, chez nous, on dit, où souris va aller avec bagage. Donc, cette souris-là, c'est Macron, qui a ce bagage-là, qui pèse trop lourd sur lui. Donc, il n'arrive pas à bouger, parce que Afrique Média a déjà mis le mur pour le barrer. Donc, c'est très difficile à gérer ce bagage-là, parce que la pluie ne passe plus dans tout, comme on appelle ça même, au niveau de la population africaine. Et justement, tous ces opposants que Macron indesse et qu'il indesse comme ceux-là même qui mettent en difficulté l'armée française par rapport à leur mouvement, pour dire qu'il faudrait taire toutes ces voix-là, parce que c'est déjà d'attaquer ces opposants, toutes ces voix qui s'élèvent comme Afrique Média, tous ces panafricanistes qui s'élèvent à travers l'Afrique, déjà leur dit que
eux ils ne vont pas accepter ça parce qu'on veut les classer comme des terroristes, parce qu'ils mettraient en danger leurs soldats. Alors que nous, en Côte d'Ivoire, nous disons honte à l'armée française, parce que cette armée a été toujours montrée comme cette armée salvatrice qui va sauver l'Afrique. Mais s'il faut faire de la maturisme comme ça, parce que dire que 2 hélicoptères de combat sophistiqués de la dernière génération faire collision, mais nous disons que c'est plus que de la maturisme, parce que même si la route, les collisions ne sont pas aussi faciles que ça, mais dans l'air où l'espace est gigantesque, comment avec tous les radars, comment au XXIe siècle cette armée professionnelle, alors, quand on dit qu'elle va sauver... Je suis avec vous, Abou. Je vais juste accompagner votre argumentaire par un message que je reçois à l'instant, en tout cas d'un homme de l'armée. Voilà. C'est un Africain de l'armée, et on va taire le nom tout simplement. Il nous dit ceci, Bachir: ces hélicoptères français sont équipés de radars anti-collision qui détectent à bonne distance et neutralisent vitesse et trajectoire des appareils venants. Il dit ce système banal est même déjà installé sur des simples voitures en France. Donc le président Bandakani a raison et nous le savons. Alors c'est un haut gradé de l'armée, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc pour continuer mon argumentaire, c'est un point crucial là que je voudrais en venir. Le problème fondamental qu'on n'a jamais cessé d'évoquer, de convoquer ici depuis 2012, c'est que la France veut toujours justifier sa présence. Et il a répété à maintes reprises dans son discours que notre présence est plus que jamais justifiée. Les Américains usent de la même stratégie pour dire que, comme on l'a vu, ils ont fait en Irak, ils ont dit qu'après les événements du 11 septembre, ils ont dit que c'était Saddam Hussein qui était à la base de ça. Donc ils ont justifié la destruction de l'Irak. Et c'est le même procédé qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand la France a elle-même assassiné 9 de ses soldats pour pouvoir détruire la Côte d'Ivoire. Oui. C'est toujours la même stratégie. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et c'est ce qui se produit. La France est très limitée. Elle n'a pas de stratégie. Elle concourt toujours au même procédé, au procédé mafieux, complotiste, pour, comme lui-même, Macron l'a dit à maintes reprises dans son discours, notre présence est plus que jamais justifiée pour qu'il continue à paupériser les biens du Mali, en l'occurrence l'or qui est au nord du Mali, et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce discours, c'est en fait pour, comme les monuments l'ont décrit, pour pouvoir vendre les armes de ceux-là qui l'ont mis au pouvoir et justifier sa présence, continuer à voler sans qu'ils soient inquiétés, continuer à dérober, à paupériser l'or du Mali et tous les minéraux que regorge le nord du Mali et diviser. C'est-à-dire c'est le plan marquable de l'impérialisme qui s'installe comme ça et qu'on veut justifier par la mort des 13 soldats. Mais nous disons que le peuple malien qu'on tue à longueur de journée, parce que c'est ce 2 poids 2 mesures que nous dénonçons toujours à Afrique Média. Par là, nous sortons, je vous en prie. Voilà, de vouloir montrer que l'homme africain ne vaut rien, que l'homme africain peut être tué, le soldat africain peut être tué à des normes incommensurables, mais que ça ne doit émeut personne. Mais dès qu'un blanc est tué, il faut que le ciel et la terre soient réunis. Vous comprenez? Merci Abou Armel. Voilà, messieurs, on a encore une quarantaine de minutes ensemble, rassurez-vous. Donnons la parole à nos téléspectateurs. Ils sont vraiment, mais vraiment nombreux, donc on va essayer d'en prendre au maximum. Alors Honoré, on va dire à chacun de ce côté-là de prendre 1 minute, 1 à 2 minutes, pas plus vraiment, pour leur permettre de parler. On est en train quand même de battre des records d'audience, messieurs. Allô, bonsoir. Le premier appelant, c'est monsieur Kouadio de la Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir M. Bachi, bonsoir Abou d'Angleterre, bonsoir Bertrand Sassinda, bonsoir Barakani. Barakani et Bertrand Sassinda, vous allez rendre fou M. Macron. Je vous encourage à le faire. Faites-le encore plus.
Alors, ce que je voudrais dire ce soir, M. Macron cherche, la France, la justice française cherche les biens mal acquis. Voilà quelqu'un qui a volé le cacao ivoirien qui est assis en Côte d'Ivoire ici. On le baisse, on le nourrit en plus, on le blanchit, laisse comparer. Voilà des soldats français pendant la crise ivoirienne qui ont pillé la BCAO. Ceux-là, Macron ne les voit pas. Vous les poursuivez. Monsieur Barakani, je vous encourage, dites la vérité. Ça porte. Si la France réagit ainsi, ça veut dire que ça porte, le combat porte. Alors, je voudrais dire de continuer à les traumatiser. Traumatisez-les. Monsieur Bassi, je m'adresse à vous maintenant. Vous dites à Monsieur Barakani, à Bertrand Sassinda, je n'ai pas employé de gros mots, mais c'est ce que Macron incarne. Quelqu'un qui a arraché la femme de celui qui l'a hébergé. Comment allons-nous le qualifier? Allez, Kouadio, c'est là où je reprends la parole. Désolé, Monsieur Kouadio, ce sont des choses pour lesquelles nous n'avons pas de preuves et vous savez, on ne voudrait pas se voir attribuer les propos de nos téléspectateurs. Merci en tout cas. Le plus important a été dit et vous estimez que M. Bandakani, M. Tachinda et notre invité Abou, ils sont en train de donner de l'insomnie aux dirigeants français. C'est ce que nous retenons, c'est le plus important. Margot, bonsoir, du Cameroun, on vous écoute. Très fier que le président Banakani soit venu aujourd'hui pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. J'ai dit, M. Bachir, lorsque M. Guy Fondop Emmanuel et Mme Siké présentaient ce thème, j'ai dit que les avions de guerre ou les avions de transport étaient équipés des transpondeurs appelés ARC et les trains étaient équipés des transpondeurs ou des antennes appelées ATC qui empêchent la collision, qui permet de signaler à l'un ou à l'autre que vous êtes déjà en train de vous rapprocher de l'un ou de l'autre de ces moyens de locomotion là. Donc comme nous n'aimons pas souvent très souvent nous présenter sur Afrique Média comme étant les docteurs et les ingénieurs et je sais pas trop quoi, les gens ne nous écoutent pas. Je vous ai dit que la France avait simulé cet accident pour justifier sa présence dans le Sahel. Je suis fier que le président Banakani soit venu éclairer avec des détails près cette histoire-là. Je prie le président de dire aux Africains qui continuent de croire que si la France quitte le Sahel, les Africains vont mourir. Président, informez-leur, dites-leur que la France peut partir et que les armées africaines peuvent prendre la relève. Le président Déby l'a déjà dit et comme M. Bachir ne voudrait pas que nous soyons longs, je m'arrête ici. Mais j'attends, président, que vous expliquiez aux Africains que la France si la France part de l'Afrique, l'Afrique ne souffrira pas. Merci à vous, M. Bachir, et bonne continuation. Voilà, 2 minutes comme ça permet à tout le monde de s'exprimer. Monsieur Yao, bonsoir. Oui, à vous, bonsoir. Vous êtes en direct, Monsieur Yao, on vous écoute. Ok, d'accord, merci. Ok, j'aimerais dire à M. Banakani. Il vous écoute, allez-y. Voilà, notre ami a été coupé. Voilà, sa ligne s'est coupée tout simplement. On lit ce message et on prend Dr Mebo Meta qui est déjà en attente. Alors, c'est un de nos téléspectateurs, Armel, comme vous, il s'appelle Armel. Il dit tout simplement que la rencontre voulue par le président Emmanuel Macron transpire le paternalisme déplacé, tout simplement. Voilà ce qu'il dit. Alors, il y a beaucoup de messages, on va les lire au fur et à mesure. Docteur Mebo Meta, bonsoir. Depuis le Canada, en 2 minutes, on vous écoute. Voilà, Bachir, merci, docteur Mebo Meta Ndongo, donc depuis le Canada. Bon, mes 2 minutes et demie, je vais les limiter simplement en envoyant un. Allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. Allô? Vous êtes en direct, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Alors, je n'ai pas le... Il y a 2 appels que je reçois au même moment, s'il vous plaît. On va organiser ça rapidement. Je crois que c'est Dr Mebo Meta qui avait la parole avant la dame. Pivot inconditionnel du président Banakani, au nom de Abou, dont la présence sur le plateau, n'est-ce pas, le plateau nous est inspirante. Et en votre nom, Bachir, merci beaucoup pour l'émission. Alors, mon message, le voici. Je parle d'un contexte, n'est-ce pas, d'opérationnalisation d'une programmation hégémonique en Afrique, commencé depuis, n'est-ce pas,
1884, 1885. Alors que Macron sache que cette programmation-là, nous allons l'inverser. Une programmation, c'est quoi? On définit comme ça un contexte, on met des phases chronologiques, on définit des priorités, des approches, des projets qu'on met en œuvre. Tout ça est connu, hein? Macron qui se lance comme ça dans une diplomatie de menace, de manipulation, je dirais quoi, de chantage, de manipulation, d'injonction. Alors, qui ça, ceci? Et c'est ça vraiment mon message dont je viens de parler. Je retiens certains mots, n'est-ce pas, qu'il a lâché dans son message. Il veut partager une conviction. Il parle de clarification, de réévaluation, n'est-ce pas? Nous allons définir une autre programmation par rapport à nos relations avec la France. Un autre cadrage, pour dire quoi, Bachir, c'est ça mon message, pour dire que la carte géopolitique mondiale va être inversée. La carte de cette déséquilibre que nous avons aujourd'hui, de toutes les dynamiques mondiales, et ces indicateurs-là, qui servent, n'est-ce pas, à ces impérialistes-là, de lire, d'évaluer le monde. Et où nous, Africains, nous sommes toujours rétrogradés, alors que l'Afrique est le berceau de tout. Je ne vais pas citer l'humanité, science, culture et toute civilité, mais en même temps la mamelle du monde, hein, ce cher continent. Donc nous allons inverser, n'est-ce pas, toutes ces cartographies-là, que Macron le sache. C'est pour ça que je vais compter avec vous, Bachir, Bandakani, Tatinda et Abou, pour travailler comme je le fais sur les alternatives à la mondialisation néolibérale, pour la construction d'une autre mondialité avec les références africaines et puis finalement à la construction d'une hégémonie intellectuelle mondiale. Que Macron le sache, nous travaillons sur ça. Par exemple, je termine là, par exemple, cette redéfinition des indicateurs là. On parle, ils ont tous des indicateurs, n'est-ce pas, factuels, j'allais dire, non dynamiques. On parle de pauvreté. C'est juste un exemple que je donne, je termine par là quelques secondes, Bachir. On dit les pays africains sont pauvres. Non. Moi, je dis pauvreté égale si on a à voir les facteurs, les éléments qui permettent de devenir pauvre. Et donc est riche celui qui a les éléments, les facteurs qui permettent. C'est pour ça qu'on parle d'appauvrissement. Merci. Donc cette carte-là mondiale, la pauvreté. Merci infiniment. Ça a été un peu long, mais on comprend que le message en valait la peine. Et d'ailleurs, c'est le Canada qui confisque le Standard, puisque nous y restons. Zefac, bonsoir depuis Montréal. Oui, merci. Bonsoir Bachir. Bonsoir à toute la planète panafricaniste. Bonsoir à nos techniciens. Bonsoir aux panélistes. Le président Bandakani, très content de l'avoir. Le grand frère Tatinda et notre frère Abou d'Angleterre. Si je ne me trompe, c'est Abou qu'on adore, je pense bien. Salut. Donc, en tout cas, les Africains sont contents de ce qui se passe parce que justement, ce que l'autre a dit depuis Londres ne vient que nous montrer que, comme on dit souvent, il y a trouble dans leur camp. Donc, si le trouble se trouve aujourd'hui dans leur camp, ça nous fait contents. Je vais laisser les hautes sphères parce que le président Bandakani, le grand frère Tatinda s'occupe très bien de ces gens-là. Donc, quelqu'un dit que vous allez les rendre fous. Non, ils sont déjà fous en fait. Donc, c'est un petit problème. Je vais quitter cette haute sphère-là et je me retourne vraiment à notre niveau. Moi, Bachir, je suis parti du Cameroun, je suis pris par l'Europe, je suis au Canada. Vous savez, on a toute l'habitude de dire que les Africains courent derrière les papiers. Donc là, ce que je vous raconte, c'est un fait. Ok, moi, je travaille avec des Français et franchement, des fois, quand je les vois vraiment courir derrière les papiers pour être Canadien, naturalisé Canadien, et courir, travailler comme moi, vous savez, pendant longtemps, l'Africain a cru qu'il était le dernier de l'humanité, mais franchement, il faut juste regarder, ouvrir les yeux pour se rendre compte. Donc moi, je vous dis que les Français aussi, ils s'inquiètent du fait que le Canada ne leur donne pas les papiers et qu'au bout de 2 mois, ils doivent retourner chez eux. Et ils ne veulent pas retourner, alors on voit des Français pleurer à chaudes larmes. Et là, je me réveille comme si j'étais dans un rêve. Je me dis, oui, la Terre a vraiment tourné. Donc quand je vois ce qui se passe, le président Macron, Bachir demande qu'on respecte. Bon, on fait des efforts, Bachir, il faut aussi nous comprendre. Ça fait longtemps que ces gens nous ont, nous faire pisser dessus. Comme nous, si on a l'occasion de faire pareil, c'est plus difficile de s'abstenir, mais on va faire des efforts. Okay? Mais
Donc on est très content de voir ce qui est en train de se passer, mais moi personnellement j'aurais dit que le président ne devrait pas y aller ou que notre capitaine Idriss Déby pourrait monter en tout cas au haut de la scène et tirer les oreilles à celui-là en lui disant non, on ne nous convoque pas comme ça, mais bon, après on va nous dire que c'est la diplomatie, mais j'aurais souhaité personnellement qu'il n'y aille pas. Donc l'accident des hélicoptères et tout le tralala, nous on a bien vu ce qui s'est passé en Côte. Allez, mon cher Zefak, merci pour la contribution. On va prendre un dernier appel avant de revenir. Monsieur Monet nous appelle. Alors, c'est de quel pays? Monsieur Monet. C'est un nom camerounais, ça. D'accord. Allô, bonsoir. Okay, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de l'Irlande, Bachir. Bonsoir. Déjà, merci aux standardistes de m'avoir passé la parole. Je suis vraiment très ému, une fois de plus, parce que j'aurai la possibilité de m'adresser directement au président Barakani, notre aîné, et les intervenants, est-ce que tu peux prendre l'info direct d'Aboubacar Siddiq depuis Nairobi? Je n'ai rien à ajouter par rapport à l'excellence, comme d'habitude, et la maestria qui est dite par notre président Barakani et Bertrand Tatina. Vraiment, le président des préfectures africaines, aujourd'hui le jeune Macron, excusez-moi pour l'expression Bachir, permettez-moi parce qu'il faut aussi un peu rire de ça, il est en perte de vitesse. Tu vois, il est en perte de vitesse parce que, comme le président a dit, il n'arrive plus à rien contrôler. Voilà pourquoi, dans sa colère, il se permet même dans sa propre langue de commettre l'erreur de prononcer le mot, l'expression sentiment anti-français. C'est quoi les Français? Mais franchement, le Macron, ce jeune Macron, il veut tous nous envoyer balader. Et en même temps que les Français, parce que ça, c'est un pot de banane. Dire que on est maintenant contre les Français ou qu'on déteste les Français, mais il y a au moins dans chaque famille africaine un Français qui vit en Europe. Il y a au moins un Français qui vit en Europe. Donc c'est une grosse peau de banane que Macron nous jette encore. Et attention à la façon dont nous utilisons cette expression. Il devrait plutôt dire, lui qui parle si bien français, il devait dire sentiment anti-impérialiste. Voilà tout. Moi, à mon niveau, vraiment, je pourrais ajouter. Merci, Bachir. Bon courage à vous, président Barakani. Je vous renvoie la tête. Vraiment, merci, Anna. Allez, merci à vous, monsieur Monet. Il nous suit depuis l'Irlande, voilà. Merci à tous ceux qui nous appellent et c'est pas encore fini, rassurez-vous. On est encore là, monsieur. On a une trentaine de minutes. Alors, c'est juste une petite pause avec le standard, ok? On revient vers vous à présent, président Barakani. Alors, beaucoup de choses ont été dites jusqu'ici, venant de nos téléspectateurs et bien d'autres, même à travers les messages que nous recevons par-ci par-là. Je vous renvoie la parole avec ce message de Robin Oum qui nous écrit depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Bachir et bonsoir au panel. Juste préciser que dans ce discours, on peut aisément voir que le président Macron est nerveux et un tout petit peu agressif. Et ceci veut simplement dire qu'il est dos au mur, car l'occidental est toujours souriant et courtois, sauf quand il perd le contrôle d'une situation. C'est les conséquences de quelqu'un qui dit qu'il est grand, qui doit s'asseoir avec les grands alors qu'il n'est pas un grand. La France a toujours joué au grand. C'est assise parmi les grands, grâce à l'Afrique. On se serait attendu à un minimum de respect, à un retour pour dire merci. On se serait attendu à construire cette grande fraternité géopolitique, Europe, France, Afrique, pour parler au monde d'une nouvelle manière, Bachir. On se serait attendu que la France soit capable de construire une grande ère mondiale de civilisation dans laquelle le pont entre l'Afrique et l'Europe, n'est-ce pas, devait changer le monde, devait construire une fraternité universelle. Cette civilisation de l'universel que le monde entier rêve tous. Eh bien, parce que c'est un pays incapable, la France est dirigée par des élites nazies, mon cher Bachir. Je dis bien nazies. Elle a été incapable de penser ça. Elle a continué à traiter les Africains comme des esclaves. Et voilà les conséquences. Monsieur Macron va s'asseoir dans l'OTAN. Maintenant, vous en appelez ça. Et monsieur Trump, lui, ne blague pas. Il dit que, mais, toi, ces petits garçons, tu parles quoi? La France, vous n'avez pas, vous n'avez rien. Vous n'apportez quoi ici à l'OTAN? Matériel, argent, rien du tout. Écoutez, il demande l'argent au monde entier pour financer le G5 Sahel. Mais ça fait rire. Comment tu veux jouer au grand avec l'argent des autres? C'est-à-dire que s'il y a un fonds international, Bachir, ça veut dire que la France viendra vendre les armes aux Africains par les mécanismes de France CFA. Elle va s'enrichir alors qu'elle n'a pas d'argent. Mais c'est du banditisme d'État à un niveau très élevé, mon cher Bachir.
C'est de cela qu'il s'agit. Donc, il panique parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, M. Macron est en train de faire la cour à Poutine. Observez bien, j'ai attiré l'attention des Africains depuis là-dessus. Pourquoi il fait la cour à Poutine? Vous n'êtes pas naïf? Vous ne savez pas naïf? Parce qu'il sait très bien que la Chine encore, ça passe. Mais si Poutine met les pieds et commence à dire ok, je fais de la coopération avec les pays africains, mais c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'attirer Poutine pour dire non, viens. Je peux t'aider à voir ce que tu veux là-bas en Afrique, sans que tu ne payes aucun soldat, sans que tu ne t'engages dans les aventures. Entends-toi avec moi. C'est tout ce que tu vois manquer. Il appelle Poutine à Besançon, il le frappe. Mais la France est à terre, et c'est de sa faute, mon cher Bachir. Donc, je vais dire à mon ami Margot qui m'a interpellé que non, il n'y a pas de débat là, ce défi. Il ne faut pas s'inquiéter. Les Africains finiront par comprendre. Les Africains qui ne comprennent pas que ce n'est pas, tant pis pour eux. J'ai déjà dit ici depuis 8 ans que la dynamique qui est en œuvre là, c'est une dynamique qui ne dépend pas des Africains. Moi, je l'ai dit ici. Donc, ceux qui ont l'habitude de croire que cette vieille trahison des Africains qui travaillent contre les Africains, en justifiant n'importe quoi, c'est leur problème. Donc, ce n'est pas une affaire de savoir si la France peut rester ou pas. Non, elle ne peut pas. Sauf si elle change le paradigme, mais elle en est incapable. Voilà. Donc, pour dire trois choses, mon cher Bachir, le but de la France, c'est de réussir à convoquer une nouvelle conférence de Berlin, je l'ai dit. C'est tout ce qu'elle veut faire là. C'est-à-dire, elle veut, maintenant, qu'est-ce qu'elle ne peut pas s'en sortir seule? Elle va attirer les Européens. Mais en étant devant, oui, une nouvelle conférence de Berlin. C'est cela que la France veut faire. C'est ça qui a derrière tout à fait le G5. Alors, vous savez, quand vous dites à un Africain, une conférence de Berlin, on voit tout de suite le partage. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Clair et net. C'est ce que la France veut faire. Pour ne pas tout perdre, pour anticiper sur le fait qu'elle peut être déclassée dans le combat géopolitique, parce qu'elle n'a aucun moyen de s'en sortir, elle sera la perdante. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, venez, on partage. Moi, je veux qu'on partage. Vous voyez? Je veux qu'on partage. Venez qu'on partage. C'est ça qu'elle veut à tout prix obtenir. Mais elle n'en a pas les moyens. C'est cela qu'il s'agit, à cause du mouvement panafricaniste qui est très puissant. Elle n'en a pas les moyens. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez, quand un président parle comme Macron, Bachir, c'est que d'après lui, les conditions sont créées pour ça. C'est quoi les conditions? Depuis 8 ans. Nous avons dit ici que c'est la France qui est un des acteurs majeurs du terrorisme sur le continent africain. Parce qu'elle est la sous-traitante de Washington. C'est le garçon de course de Washington. C'est elle qui est au cœur. Maintenant qu'elle a détruit la Libye, l'OTAN a détruit la Libye, en l'envoyant ça à cause devant, la France sous-traitante. Et qu'on a transporté les djihadistes, comme le disait le président Déby, on les transporte. J'ai aimé le mot du président. Enfin, un président a répété ce que nous on dit de manière claire. Nous saluons le président Déby pour son courage. Ils transportent les djihadistes, ils amènent ici. Ils affaiblissent le Mali. Ils détruisent le Burkina Faso. Ils ont terrorisé toute la région, toute l'Afrique subsaharienne. Eh bien, sur le champ de ruines, maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle pense que les présidents sont à terre, faibles, elle peut donc imposer par l'effort. C'était sans compter avec le panafricanisme que M. Macron, inculté qu'il est, appelle sentiment anti-français. M. Macron, propriété personnelle de Rothschild, ouvrier, c'est-à-dire que pour appliquer les politiques criminelles de Rothschild, mon cher Bachir, il appelle ça sentiment anti-français. Parlons-en un peu rapidement. Vous voyez, monsieur Bachir, écoutez, monsieur Bachir. Non, je ne vous coupe pas la parole, tout simplement pour dire que juste après vous, on va faire un décrochage à Nairobi, envoyé spécial à Bouakar Mouchili, envoyé spécial d'Afrique Média. On va prendre quelques nouvelles, mais allez-y, juste après vous. Quand les peuples africains, entre guillemets Bachir, manifestent contre les dirigeants, que fait la France? Elle encourage. C'est la démocratie, c'est très bien. Oui. Quand les mêmes populations marchent contre la France, on dit non, c'est un sentiment anti-français. Là, ce n'est plus le peuple. Je veux que les Africains ouvrent leurs oreilles. Je veux que les Africains ouvrent leurs oreilles pour voir comment est-ce qu'on les prête comme les enfants. Donc, votre démocratie là, c'est seulement contre vos présidents. Pour les affaiblir, et les Français viennent négocier avec eux. Deuxième élément, Bachir. On dit que les présidents africains sont les dictateurs, non? Mais pourquoi M. Macron demande aux dictateurs de venir qualifier les choses avec lui? Si effectivement ils sont les dictateurs. Vous voyez, on vous prend comme des animaux, des enfants. Vous ne raisonnez pas. L'enjeu est seulement d'affaiblir les présidents qui viennent signer du n'importe quoi. En Europe, dans leur soi-disant démocratie, là, on ne joue pas avec l'opinion publique, qui d'après eux est sacrée. Mais voici un continent où il y a une opinion publique depuis 10 ans qui dit à la France, on n'en peut plus avec les politiques nazies. Que fait la France? Elle demande au président, tuez-moi ça. Autrement dit, massacrez-moi ces gens-là. Tuez-les, effacez-les. Je vais plus loin. Voilà un démocrate.
Bon, puisque vous appelez ce monsieur élu démocratiquement, non? Enfin on dit qu'on l'a élu, comme on l'avait élu Sarkozy, non? Il a été élu démocratiquement. Et le suffrage universel permet d'élire les gens comme Sarkozy, de monsieur Macron, des criminels, le suffrage universel, monsieur Bachir. Alors, ces gens, monsieur Macron et les autres nous ont présenté les pays de l'Afrique de l'Ouest comme des vitrines de la démocratie, vous savez ça, non? Le Bénin, tous ces pays-là, non? Donc, si on suit, n'est-ce pas, le discours de le discours démocratiste néocolonial français, mais ces dirigeants sont des gens très bien élus. Ils ont été élus après une élection à 2 tours. Oui. Caboret, le président Talon, tout ça. Mais comment un démocrate peut traiter les démocrates de cette manière? Ben, répondez-moi. Comment un démocrate peut traiter les démocrates de cette manière comme le fait ce monsieur que vous appelez président, M. Macron? Comment? Alors, comme c'est la démocratie néocoloniale. M. Bachir, c'est une démocratie néocoloniale. Enfin. Alors, on nous a présenté la France toujours, pour faire les oppositions africaines au niveau primaire, dit l'Afrique de l'Ouest est plus avancée que l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'il y a un président, là, le plus grand économiste intergalactique, qu'on appelle M. Ouattara, n'est-ce pas? Et M. Macky Sall, le dernier représentant des dirigeants sénégalais qui sont français la nuit, sont sénégalais le jour. M. Macky Sall forme les conseils des ministres conjoints avec le gouvernement français. Pour dire à quel niveau c'est très avancé. Eh bien, M. Bachir, on traite les pays, une région aussi avancée comme ça, ces présidents, on les traite comme ça, comme des chiens, comme venez ici, je vous convoque, dans une caserne militaire. Et on comprend ce qu'on appelle avancement là-bas, mon cher Bachir. Donc, M. Bachir, pour dire quoi? C'est M. Laurent Wauquiez, je termine. Laurent Wauquiez, c'est l'ancien chef de la droite française. Oui. C'est pas un Africain, c'est un Français. Parlant de M. Macron, il a dit c'est un désert d'âme. Ça veut dire, il dit qu'il n'a pas d'âme, que c'est un désert d'âme. C'est M. Wauquiez qui parle, hein. C'est un dirigeant français politique. Il dit M. Macron, c'est un désert d'âme. Non, on dit, il a une âme satanique, mon cher Bachir. Son âme est satanique. Qui parle aux Africains, Bachir, mon Dieu? Qui parle aux Africains? Quelqu'un qui dit que les LGBT, c'est-à-dire lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels, sont une valeur qu'il faut enseigner aux enfants. Moi, je suis un Africain, mon cher Bachir. C'est un monsieur comme ça qui nous parle comme ça. Celui qui parle aux Africains, mon cher Bachir, c'est quelqu'un qui dit qu'un enfant qui a 4 ans ou 11 ans est mûr pour les rapports sexuels et qui travaille pour qu'on légalise ça dans son pays, en France. Celui qui parle aux Africains, là, ce monsieur-là, c'est celui qui veut nous dire que rien est le modèle d'éducation à donner à nos enfants, mon cher Bachir. Moi, Africain, on m'a appris une chose, Bachir. C'est un homme qui parle aux hommes. En Afrique, une femme ne parle pas aux hommes. Vous comprenez? Quand vous faites la promotion de LGBT, ça veut dire que soit vous êtes pédé, vous avez pratiqué ça, vous savez que c'est une bonne chose pour encourager. Et alors, mais qui parle aux Africains? Où est passée la dignité africaine, mon cher Bachir? Est-ce qu'une femme parle comme ça fort aux Africains? En Afrique, les femmes ont leur place. On les respecte, on sait ce que c'est, les blancs, on apprend bien là-bas. Mais les hommes qui parlent aux hommes, mon cher Bachir, il est quand même temps que ce continent s'élève. Et il s'élèvera. Mon cher Bachir, l'heure a sonné. Merci. Des types comme M. Macron, des petits nazions comme ça là. Leur place est dans la poubelle de l'histoire. Merci, président Bandakani. Et donc, c'est ce que dit le président Bandakani. Oui, c'est moi qui dis, j'assume. Très bien. Voilà qui nous conduit très rapidement, avant de revenir vers Bertrand Tachinda et notre cher Armel, avant de refermer l'édition. Un tout petit décrochage à Nairobi, où se tient donc le sommet ACP. De ce côté-là, notre envoyé spécial, Aboubacar Mouchili. Bonsoir, Aboubacar. Merci d'être avec nous. En 2-3 minutes, qu'est-ce qu'on doit savoir? Quel est l'état de lieu en ce moment à Nairobi? Merci de nous envoyer l'antenne ici à Nairobi, au cœur du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement du pays ACP. Au moment où vous nous passez cette antenne, je voudrais juste vous faire savoir que c'est le huis clos des chefs d'État et de gouvernement, un huis clos qui a commencé immédiatement après la grande cérémonie d'ouverture. Une cérémonie d'ouverture riche en sons et très riche aussi en révélations lorsqu'on sait que les pays ACP sont pratiquement aujourd'hui décidés à se prendre en charge et aussi à diversifier leurs partenaires. Révélation de l'ouverture, de la conquête de nouveaux horizons de partenariat, de coopération fructueuse, non plus seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec des regroupements et marchés tels que le BRIC et bien d'autres. Les différents discours qu'on a suivis ce matin sont allés dans ce sens.
L'orientation a été donnée au cours de cette cérémonie. Orientation fruit également des travaux des experts et ministres des Affaires étrangères qui ont précédé cette ouverture solennelle. C'est depuis vendredi dernier que les portes du Centre international des conférences Kenyatta ici à Nairobi se sont ouvertes pour accueillir les pays des 3 continents membres des ACP. Au sortir de ce huis clos qui va me jouer ses prolongations demain, il est attendu une déclaration, la déclaration dite de Nairobi. Il faut le signaler que c'est un sommet qui se tient dans un contexte extrêmement particulier pour les groupes ACP. Les ACP qui veulent devenir une organisation avec des ambitions plus fortes, des moyens plus solides pour s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène internationale. L'autre enjeu de ce sommet, c'est le post-Cotonou. Le post-Cotonou, où l'accord attendu depuis pratiquement septembre 2018 date de début des négociations. Les ACP, avec une volonté ferme des Africains, des Caraïbes et des Pacifiques, de signer un accord plus révolutionnaire, plus bénéfique pour les populations. Et bien sûr, votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média suit de près cette actualité et là, et pour vous rendre compte, minute après minute. Merci et à vous le plat. Merci. Allez, merci à vous également, Aboubacar Siddiq Monchili. Bonne mission du côté de Nairobi. Revenez-nous avec d'autres nouvelles. Nous attendons aussi la déclaration de Nairobi et surtout cette autre déclaration post-Cotonou. On parle bien sûr des accords économiques cette fois-là entre les États africains. Merci à vous, messieurs. Bertrand Tatinda, revenons à notre sujet, notre thématique du jour. Nous parlons donc de cette invitation du président Emmanuel Macron. En tout cas, tous les regards sont désormais rivés du côté de la France. Qu'est-ce qui peut sortir de cette rencontre entre M. Macron et ses homologues africains? Disons, Bachir, que moi, je ne vais pas regarder les chefs d'État qui se rendront à Pau. Nous n'avons pas attendu les chefs d'État pour commencer et décider à s'attaquer à la France-Afrique. C'est-à-dire que c'est la grande vague panafricaniste. D'abord, il faut saluer tous ceux qui sont branchés en ce moment. Oui. C'est-à-dire que l'émission bat tous les records en fait d'audimat. Il faut continuer à envoyer les cœurs parce que nous avons des informations qu'ils peuvent couper à partir de Paris et couper. Donc, il faut continuer à encourager et soutenir en fait les débats que nous faisons ici. Nous pensons que le 15 doit être l'occasion pour chaque panafricaniste, le 16, d'écrire à l'ambassade de France, envoyer un mot à l'Élysée, envoyer un mot à Matignon, dans les forats. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir un Africain, le 16, qui ne fasse entendre sa voix et demander à la France de partir. En fait, voilà l'enjeu. Vous croyez que si, prenons même le cas où nos chefs d'État se rendent à cette invitation, soyons polis, de M. Macron, et qu'en retour, vous avez la quasi-totalité de la jeunesse africaine qui explique qu'il faut que la France parte, eh bien, ils rentreront tenir un discours dans leur pays et demander à la France de partir. Donc, l'enjeu, le débat n'est pas de savoir les chefs d'État, en fait, qui vont faire le déplacement. Le débat, en quelque sorte, c'est la forte poussée panafricaniste qui doit atteindre son paroxysme le 16. C'est-à-dire que le 16 doit sonner pour nous comme véritablement le jour où nous faisons taire nos dissensions internes parce qu'on a des visions en fait relativement différentes et avoir un seul objectif et le faire savoir, le faire comprendre sur sa page Facebook, dans les forats, partout, dans des débats. Je pense notamment à la jeunesse du Burkina Faso. Cette jeunesse qui avait demandé au président Macron de partir, à la jeunesse malienne qui est en train de se mettre en ordre de bataille pour demander à la France de partir, que l'armée malienne, et même, ça me revient Bachir, est-ce que Sanogo n'était pas un véritable nationaliste? Parce que Sanogo voyait les problèmes et il expliquait que l'armée malienne en quelque sorte n'est pas armée. En fait, il y a un certain nombre de problèmes au sein de l'armée malienne. Il posait des problématiques aujourd'hui. Il expliquait comment est-ce qu'on peut être un chef d'État, on n'arme pas l'armée. Et Sanogo, aujourd'hui, que la France a vilipendé, on se demande si ce monsieur n'avait pas en quelque sorte, ne voyait pas déjà venir les choses. Deuxième des choses, j'entre rapidement en quelque sorte pour soutenir ce que le président Banakani a dit. Conférence de Berlin concernant la zone sahélienne. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, vous avez le Sahel est un tissu de marché à développer. Le Sahel regorge de grandes réserves de pétrole, de gisements d'uranium, de l'eau, du l'or, du gaz.
Et en France, en Afrique, vous avez 40 000 entreprises françaises. Plus d'une centaine de multinationales. Vous croyez qu'elles vivent de quoi? Elles vivent de quoi? Deuxième des choses, l'Afrique est le seul endroit dans le monde aujourd'hui où les taux de rentabilité, Bachir, atteignent en quelque sorte 40%. Partout dans le monde, quand vous investissez le taux de rentabilité, quand il est de 5%, 6%, 7%, on considère que vous avez touché le jackpot. En Afrique, vous avez des taux de rentabilité de 50%. Voilà pourquoi Macron se dit, dans une zone comme celle-là d'Afrique, imaginez-vous que la Russie, la Chine, des pays émergents comme le Brésil et d'autres pays réussissent en quelque sorte à pouvoir entrer en coopération économique avec l'Afrique. Que vont faire les 40 000 entreprises françaises installées et les multinationales qui sont installées généralement en France? Deuxièmement, le docteur Nego Mettan a été relativement pertinent. Bachir, ça sonne aussi comme la fin de l'hégémonie du monde capitalisme et du tout marché. C'est-à-dire que cette économie-là, relativement, est pratiquement arrivée à bout de souffle. Elle ne peut plus produire, en quelque sorte, suffisamment de richesses. Elle ne peut plus donner du travail à toute l'Europe. Elle ne peut plus garantir véritablement la force militaire, la grandeur, le prestige du monde occidental. On se rend compte qu'il y a d'autres types, en fait, d'autres modèles économiques où on nous avait expliqué que l'État n'a pas besoin d'être un acteur économique, l'État doit se mettre de côté. On constate qu'il y a d'autres modèles économiques où, bien entendu, à partir du moment où on coopère, on fait un degré de l'ultranationalisme, mais l'État reste dans des secteurs relativement primordial pour les pays parce que c'est à l'État de faire la péréquation entre un enfant qui naît d'une famille relativement extrêmement riche et un enfant qui naît d'une famille pauvre. Donc le modèle chinois, le modèle russe aujourd'hui peuvent s'exporter en quelque sorte et peuvent véritablement venir mettre fin en quelque sorte à ce modèle ultralibéral. Donc Macron en quelque sorte essaye tout simplement de contrôler les réserves et les intérêts, les réserves énergétiques en fait et les richesses en fait de la zone sahélienne. Très bien, merci Bertrand Tatinda. Voilà, Armel, est-ce qu'on peut dire, comme le pensait ce téléspectateur qui nous a écrit il y a quelques minutes seulement, qu'il s'agit là, enfin, du dernier soupir de l'Empire français? Bien sûr qu'on peut déjà le dire, parce que, tenez-vous bien, cette minorité d'Africains qui refusent de grandir, qui toujours fait un procès de tension à Afrique Média depuis 2012, qui disait que Afrique Média sont des pleurnichards, que Afrique Média indexe toujours la France, se victimise à chaque moment, nous faisons du bruit. Mais aujourd'hui, voilà que cette France-là, aujourd'hui, par la voix de son président Macron, en train de se victimiser. Donc, c'est dit quoi? La peur a changé de camp. Vous comprenez? Aujourd'hui, indexe qu'il y a un sentiment anti-français. Donc, en train de parler indirectement d'Afrique Média et toutes ces voix-là des panafricanistes qui se lèvent à travers l'Afrique. Donc, il est en train de pleurnicher ce qu'on nous accusait. Avant, on dit que nous pleurnichons que notre combat n'allait jamais porter, jamais arriver quelque part. Voilà que la France, en mondiovision, aux yeux de tous, en train de pleurer, pleurnicher, en disant qu'il y a un sentiment anti-français. Un sentiment anti-français, qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Dans le fond, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle de souveraineté, est-ce que demander sa souveraineté, c'est aller contre la France? Demander sa souveraineté, c'est aller contre la France? Quand tous les trucs, comme on appelle ça, les bases militaires sont encore là, quand tous les produits français ont le monopole dans les pays africains, c'est-à-dire qu'on leur enlève rien pour qu'il y ait un sentiment anti-français. Tout ce qu'on leur demande, d'être nos partenaires à part égale, c'est tout, qu'on fasse du gagnant-gagnant. Donc il n'y a pas de sentiment anti-français. Quand on parle de notre souveraineté, la souveraineté, ça ne se discute pas. Est-ce que les dirigeants africains, c'est une question qui est également valable pour vous, messieurs, quelqu'un pourra réagir peut-être, est-ce que les dirigeants africains ne pourraient pas se saisir de cette occasion, eux également, pour affirmer donc leur indépendance et pourquoi pas
leur légitimité aux yeux de leur peuple, puisque cette légitimité est très souvent contestée. Est-ce qu'à travers cette réunion, ce sommet de Pau, ils ne pourraient pas saisir l'occasion? Mais c'est de ce dont nous parlons, exactement. C'est ça, hein, quand on dit toujours sur Afrique Média que le vrai combat à mener, c'est le combat de la souveraineté. Donc, ils peuvent saisir cette opportunité en se concertant d'abord avant d'aller à cette rencontre-là, pour parler d'une seule voix et une voix forte, pour dire que dorénavant, nous avons vu vos limites, hein, vous la France, vous nous avez montré tout ce que vous pourrez offrir à l'Afrique, et nous, il en ressort que vous ne pouvez rien nous offrir. Vous-même, vous n'avez pas fini de vous construire, vous êtes limité, et nous, l'Afrique, nous regorgeons de toute cette richesse-là. Nous pouvons prendre en main notre destin maintenant, que ce paternalisme-là, nous n'en voulons plus. Voilà. Mais avant d'y aller, il faut se concerter, aller là-bas, parler d'une seule voix, c'est tout. C'est-à-dire il faut une réunion africaine d'abord, avant d'y aller, n'est pas aller en rang dispersé, c'est tout. Il faut être sérieux. Et une concertation avant d'y aller. Président Bandakani, le plus souvent, je veux dire, depuis cette sortie du président Emmanuel Macron, beaucoup de personnes ont vu le mauvais côté de cette convocation, que ce soit sur la forme ou dans le fond. Mais, je répète donc ma question, est-ce que ce ne serait pas une occasion aussi pour les dirigeants de prouver effectivement qu'ils sont capables de s'affirmer de manière indépendante et même d'assumer leur légitimité aux yeux de leur peuple, de leur population? Parce qu'aujourd'hui, je le répète, tous les regards sont rivés vers Pau. Bachir, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Vous êtes un génie. Hein? Votre question nous permet de creuser au fond de nous. Ça nous permet de creuser au fond de nos intuitions panafricanistes, de notre petit savoir panafricaniste. Bachir, ne refaisons pas les mêmes erreurs. Une fois de plus, notre destin n'est pas entre les mains des chefs d'État. Pourquoi je le dis? Les présidents africains qui se sont levés pour dire non, quel est le sort qui leur a été réservé? Je vous dis ça tous les jours ici. Ces panafricanistes qui passent le temps à insister sur des présidents qui ne sont pas dans une situation de rupture révolutionnaire, comment on dit ça, radicale, en fermant les yeux sur nos héros qui ont dit non et qui n'ont pas été protégés par une organisation populaire à la hauteur de leur radicalité. Vous savez pour qui héros ces panafricanistes? C'est les mêmes panafricanistes, les panafricanistes de 2 jours. C'est-à-dire, en 2 jours, ils sont panafricanistes. Ils sont venus nous dire que le problème de l'Afrique, ce sont les présidents. Ils soutenaient la France, ils soutiennent l'étranger. Ils appellent l'autorité de venir intervenir dans leur pays au nom de la haine primaire contre certains présidents. N'est-ce pas? Oui, c'est ça leur discours. Donc, Bachir, la question stratégique fondamentale qui doit être prise en charge ou adressée par les stratèges africains est celle-là. Pourquoi Sankara est mort comme il est mort? Pourquoi Kadhafi est mort comme il est mort? Pourquoi Gbagbo est à la CPI? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à encadrer et protéger nos héros? Bachir, c'est parce que nous, on a tiré les leçons de l'histoire. Nous avons réfléchi sur la mort de nos héros. Nous avons analysé les mouvements révolutionnaires africains. Et nous avons dit, nous n'allons pas jouer le jeu de l'Occident, qui chaque fois oppose les peuples aux dirigeants quand ça les arrange. Je viens de vous dire tout à l'heure que M. Macron, la fois qu'à passer le temps, nous dit que l'Afrique de l'Ouest c'est une victime de la démocratie. Vous comprenez? Autrement dit, ces présidents sont bien élus, non? Et voyez le comportement de M. Macron à l'égard. Quand ces dirigeants sont en harmonie avec le peuple, regardez le comportement de M. Macron. En même temps, on dit que non, sont les dictateurs. Mais pourquoi tu n'as pas de dictateur à Pau? Mais parler avec le peuple alors, il ne peut pas. Vous voyez comment est-ce qu'on joue chaque fois ce jeu-là et les Africains tombent évidemment dedans. Non, Bachir. Ce qu'il y a à faire, c'est d'intensifier ce mouvement. Et Bachir, moi je vais aller plus loin. J'encourage les Africains à être anti-français. Vous n'avez peur de quoi? Moi, par laquelle j'encourage le sentiment anti-français. En tout cas, si... Pourquoi M. Macron n'est pas contre les pro-français? Pourquoi? Bachir, il y a les pro-français en Afrique, non? Beaucoup, non? Bon, alors, ça plaît M. Macron, non? Donc, si on a le droit d'être pro-français, pourquoi on n'a pas le droit d'être anti-français? Si on est pas démocrate. Donc, moi, laissez-moi terminer. Oui, moi, j'encourage ce sentiment anti-français parce qu'en fait, nous n'allons pas faire. M. Macron peut être
inculte en matière de ce qu'on appelle les mouvements des peuples pour leur émancipation. C'est trop gros pour lui. Quand on a la propriété personnelle de M. Rothschild, c'est un sentiment anti-impérialiste en réalité. Il faut l'intensifier. Il faut le peaufiner davantage, mon cher Bachir. Nous sommes en train d'approcher de la masse critique. On est en train d'y approcher. Et quand ça va arriver, mon cher Bachir, ça va s'opérer. Ça va s'opérer de façon mécanique. D'autant plus que, n'est-ce pas, nous commençons à marcher sur les deux pieds. Le mouvement social et le mouvement politique. Merci, Président Banakani. Une seule phrase, ce serait même l'occasion peut-être d'y aller et d'humilier et de montrer que M. Macron brasse le vent. Et de dire à M. Macron de mettre sur la table les 500 millions de dollars qu'ils avaient promis. Ça fait pratiquement 3 ans qu'ils ont promis mettre cet argent sur la table. Donc, ce serait l'occasion d'y aller et de dire à M. Macron, effectivement, de mettre l'argent sur la table et de retirer ses soldats. Parce que les soldats français ne peuvent pas lutter contre le terrorisme ou contre les terroristes. Ils n'en ont ni la capacité, ils n'ont ni le savoir-faire, ils n'en ont aujourd'hui, ça se démontre, ni le matériel qu'il faut. Voilà, merci à vous, Bertrand Tatinda. Messieurs, on va faire un dernier tour au standard. Et je reviendrai tout simplement conclure l'émission juste après. Honoré, vous nous envoyez des appels. Alors, quelqu'un est au bout du fil. Allô, bonsoir. Voilà, la personne se réécoute, me signale-t-on. On va rester toujours avec nos téléspectateurs au téléphone. Je rappelle aussi, voilà, on a eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de messages. Et voilà, il y a un message quand même d'un pro-français, ce qui est bien, ça crée de la contradiction. Il dit, tous ceux qui se cachent derrière leurs écrans d'ordinateur pour raconter des balivernes, ils étaient où pour stopper les djihadistes quand ils étaient aux portes de Bamako? C'est l'armée française qui est venue faire le travail. Il s'appelle Anour et il est du Faso. Voilà, Jean-Claude, bonsoir. C'est un faux profil. Oui, je peux partir? Oui, Jean-Claude, bonsoir, de la Belgique. Oui, bonsoir Bachir. Merci de la parole. Je voudrais saluer, je salue comme ça le président Banakani, Bertrand Tatinda, et ensuite Abou du Cameroun, pour ne pas dire l'Angleterre. Merci d'être là ce soir. Par rapport à la thématique, franchement, moi, je ne reprocherai rien à personne ce soir. Je pense que président Banakani, je le dis sincèrement, je suis tellement cohérent et je partage tout votre point de vue, que ce soit celui de Banakani, que celui de Tatinda et que celui de Abou d'Angleterre. Vous savez, la France est comme une sangsue qui passe le temps à sucer votre sang, et quand la sangsue se rend compte que vous êtes en train de la retirer sur votre peau, elle fait tout pour s'accrocher. C'est ce qui est en train de se passer là actuellement. La France fait tout pour s'accrocher. Et le président Macron, tout orgueilleux comme il est, franchement, au lieu de se rabaisser, parce que c'est nous qui nourrissons la France, c'est le peuple africain, c'est l'Afrique qui nourrit ce pays. Et je pense que sur le plan international, tout le monde le sait correctement, que c'est les Africains qui nourrissent la France. Moi, ce que je dirais, par exemple, le conseil que je pourrais donner ici aux différents présidents qui vont se rendre à Pau, pour moi, je dirais que ils doivent partir, mais aller prendre la décision juste qu'il faut que la France libère les Africains, que la France, si la France veut nous aider, qu'elle donne les armes au peuple africain, et les Africains vont lutter contre les djihadistes qui sont financés et armés par la France. Président Banakani, vous avez très bien parlé, mais je dirais ceci, vous avez dit comme quoi que pour lutter contre la France, on n'a pas compté sur les présidents qui sont au pouvoir. Mais que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, puisque le système est tellement verrouillé que si vous n'arrivez pas là-bas, ces gens sont prêts à signer des accords tout simplement pour rester au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on commence à mener le combat interne pour une modification du code électoral, pour que cela puisse apporter peut-être des nationalistes au pouvoir comme vous. Moi, je le dis sincèrement. Moi, c'est la raison pour laquelle il m'arrive parfois d'être en désaccord avec vous. Parce que quand il s'agit vraiment du nationalisme, panafricanisme, je dirais, vous êtes dans la lignée. Vous êtes dans la lignée. Et ça, je l'apprécie. Mais il faudrait encore, il y a certains Africains qui n'ont pas encore compris. Pourquoi je le dis? Parce que
je dirais la semaine passée, nous avons un jeune représentant du RDPC qui est venu sur le plateau d'Afrique Média présenter ses condoléances aux familles des soldats qui sont tombés en France, alors qu'au Cameroun, nous avons des soldats. Et ce jeune politicien camerounais, moi je le suis sur des chaînes concerts telles qu'Equinox, qui n'a jamais présenté ses condoléances, tant pour les militaires que pour les civils qui tombent au Cameroun. Alors je dis, le combat est encore long, mais nous allons y arriver. Merci Bachir, bonne soirée à vous. Il y a 2 minutes, mais on vous a écouté pendant 4 minutes, et c'est bien. Voilà, on va prendre donc 2 derniers appels avec la complicité de notre cher Honoré. Il y a quelqu'un qui nous appelle tout à l'heure, son nom m'échappe. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur Afrique Média, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur Sissoko depuis le Mali. Moi, je suis Famori Sissoko, je vous appelle depuis Bamako. D'accord. Voilà, je suis l'émission depuis le début. Maintenant, je voudrais vraiment vous donner présentement la position de Bamako par rapport à l'anti, à ce anti-français que M. Macron a lancé la semaine dernière. Donc, ce qui est sûr, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de cette lutte-là. Donc à Bamako, ici, au Mali, pratiquement, il y a un mouvement qui se prépare, un mouvement qui va se répandre dans toutes les grandes villes de Bamako. Le 10 janvier, il y a une solution nationale qui va se lever. Il y aura des manifestations partout dans le Mali pour dire à la France de partir. On va chasser les bases militaires, on va chasser tout ce qui comprend Afrique qui nous réunit. Voilà, donc c'est la voix de la jeunesse du Mali africain. Donc c'est le petit message que je voulais partager avec vous. Voilà, nous souhaiterons que les autres pays de l'Afrique nous rejoignent dans cette lutte-là, pour qu'ensemble on fait un front commun, vraiment pour se débarrasser de la France. Il est temps, les esprits sont réveillés, et puis vraiment, c'est le moment, nous n'avons plus à attendre. C'est vraiment pas, ça serait pas quelque chose qui est important. Pour nous, c'est pas important. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en fait. Bamako, justement, et votre pays est concerné en premier chef d'ailleurs dans ce qui se passe et dans notre thématique. Messieurs, on referme le standard et avant de revenir, vous donner 1 minute à chacun pour refermer l'édition. Permettez aussi que l'on écoute Mamadou Koulibaly, de plus en plus engagé, hein, on va l'écouter, qui répondait également au président Emmanuel Macron. On l'écoute. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je ne parle pas en sénoufou ou en djoula ou en serer ou en wolof ou je ne sais quoi, soninké, bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, ce n'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent
la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la Déclaration universelle des droits en France, déclarée là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières, nos matières premières, de prendre possession de nous. Ça a duré près d'un siècle. Fermons les yeux là-dessus. Vos prédécesseurs ont considéré que nos chefs d'État devraient être juste des délégués pour eux, pour nous maintenir ici. Comment on peut avoir le sentiment français quand on descend à l'aéroport d'Abidjan, le boulevard qu'on prend s'appelle Giscard d'Estaing, le pont qu'on emprunte s'appelle De Gaulle, et la route qu'on utilise pour aller à l'université s'appelle boulevard Mitterrand, et puis partout on a Trèche-la-Plaine, Port-Bouët, Binger. Non! Ce que la nouvelle génération veut, ce que nous voulons, c'est l'autodétermination. Que nos chefs d'État nous rendent compte ici, qu'ils ne soient pas obligés d'aller vous rendre compte pour se donner une certaine légitimité, comme Macron est d'accord avec moi, comme Chirac est d'accord avec moi, comme le chef d'État français est d'accord avec moi. Donc ici, vous allez faire ce que je dis, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Monsieur le Président, tant que ça durera comme ça, les gens ici auront le sentiment que l'État français est complice de leur brimade, de leur pauvreté, de leur chômage. C'est ce que nous voulons changer. C'est ce que nous voulons changer. Renvoyer Kako Noboko, renvoyer Kémy Seba, renvoyer Nathalie Yamb, contester les propos de Salif Keïta ou je ne sais qui d'autre, ça ne changera rien. C'est dans la tête de chacun. Chacun de nous, les gens, ces idées-là ont imbibé notre esprit maintenant. Le désir de liberté, vous devez connaître ça. Vos ancêtres se sont battus pour avoir cette liberté. On fait plusieurs guerres pour jouir de cette liberté. Ce que nous voulons, c'est ça. Liberté de commerce, liberté de nous organiser, nous autodéterminer, faire ce qui est bon pour nous sans nuire à vos intérêts. Mais ça ne vous dit pas de venir nous imposer vos intérêts. Si vous pensez, chers auditeurs, que ce message vaut la peine d'être diffusé et que nous soyons nombreux à nous l'approprier. Voilà, merci donc pour cet extrait de Mamadou Koulibaly. Et nous revenons, messieurs, on n'a plus que 3 minutes, 3 panélistes et 1 minute chacun. Alors, on commence par où, Président? Bon, rapidement, je dirais à mon ami Jean-Claude, je suis d'accord avec toi aussi. On est d'accord. Jean-Claude de la Belgique. De la Belgique, nous sommes totalement d'accord. Les combats à l'interne, on les mène en première ligne, je suis d'accord avec toi. Mais il nous faut être extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Et tu vois bien que tu prends depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui, depuis 10 ans qu'on a commencé ce combat, tu vois qu'on a beaucoup avancé, Jean-Claude. C'est ça qu'il faut continuer dans cette dynamique-là. Alors, avec beaucoup d'intelligence, c'est pas sur un plateau qu'on va tout expliquer, mais nous sommes d'accord avec toi. C'est un combat, il faut marcher dans les deux pieds, le pied interne et le pied externe. Je suis d'accord avec toi à ce niveau. Alors, mon cher Bachir,
Je salue le président Koulibaly. Je veux simplement dire que vous voyez, si les présidents africains, mon cher Bachir, il faut savoir analyser les dynamiques géopolitiques sérieusement et profondément. Si ces présidents du G5 Sahel étaient les pions de Macron, Macron ne parlerait pas ainsi. C'est aussi simple que ça. Ne faisons pas de la fiction. Si Macron et la France étaient en harmonie avec le président du G5 Sahel, Macron ne parlerait pas ainsi. Les présidents font face à des contraintes extraordinaires. On les assassine quand ils ne sont pas d'accord. On ferme les guichets internationaux quand ils ne sont pas d'accord. Donc ils manœuvrent. Mais dans les faits, voilà, M. Macron est en train de vous dire que les présidents africains, le jour, sont avec lui, mais la nuit, ils jouent double jeu. C'est une forme de résistance, mon cher Bachir. Et ils ont développé une stratégie en fonction de la cruauté française. Et les faits sont clairs à l'heure où nous parlons là. Si les présidents du G5 Sahel pouvaient parler que étaient en harmonie avec Macron, ils se plaindraient par Mondovision. Ils ne diraient pas que, mais venez clarifier vos relations avec moi. Donc, mon cher Bachir, pour terminer, la dynamique est en marche. Rien ne va arrêter. Et ce ne sont pas des individus comme M. Macron, en retard sur l'histoire, qui n'ont jamais compris la dynamique de l'histoire, qui empêcheront le continent africain de relever ce défi historique qui est devant nous, la libération de notre continent. Nous sommes vraiment en marche. Allez, merci Président. Et on n'est pas en marche comme en marche de Macron, c'est ça? Pas du tout, pas du tout, vous le savez. C'est juste pour rire. Alors Bertrand Tatindia, en une minute. Déjà, il faut saluer Jean-Claude. Salut, cher frère. Merci pour la question, elle était très pertinente. Vous savez, Bachir, je crois que c'est le 26 décembre qu'arrivent à terme les accords monétaires sur le franc CFA. Le 26 décembre. C'est important. Il faut le mettre aussi, comment je veux dire, en corrélation avec cette exigence. Pays, le 29 pour d'autres. Pour d'autres pays. Oui. Donc, en tout cas, en décembre, là, voilà. Décembre, donc, la réunion du 16, effectivement, c'est un grand enjeu, en fait, de renégocier ces histoires-là. Autre chose qu'il faut dire, également, Bachir, c'est qu'aujourd'hui, Macron encense la Mauritanie. Je rappelle que la Mauritanie a sa monnaie, sortie du franc CFA, sa monnaie. Et qui gère le pétrole en Mauritanie? Total. Il critique le Burkina Faso et le Mali parce que le Burkina Faso a le courage de dire effectivement que l'armée française joue un double jeu. Et au Mali, qui a scellé en quelque sorte la sécession malienne, ce sont les accords d'Alger. Le nouvel richesse du Burkina Faso, le président Kokabore n'est pas prêt à signer ça. N'est pas prêt à signer pour la France. Qui a scellé les accords? C'est la France qui va parrainer les accords d'Alger. En fait, ces accords d'Alger, en fait, qui scellent la sécession du Mali. Mieux, quand les présidents, comme l'a dit le président Banda, résistent, ils font preuve, en fait, à un certain nombre de difficultés. Je donne juste une seule difficulté qui a été, en fait, relevée par le président Talon. Vous savez que Talon n'est pas de notre bord. C'est quelqu'un qu'on va décréter homme d'affaires. Pourquoi? Parce qu'au Bénin, il y a deux vecteurs qui font de vous un milliardaire. La filière coton, c'est d'ailleurs la seule richesse de ce pays, et le port autonome de Cotonou. Quand on vous donne des monopoles dans la filière coton et au port autonome de Cotonou, eh bien on décrète que vous soyez milliardaire, sauf que vous ne devez pas vous attaquer aux intérêts français. Talon explique effectivement que le Fonds monétaire et la Banque mondiale travaillent avec la France pour maintenir les pays africains pauvres, avec ce qu'ils appellent les critères de convergence. Comment on peut demander à nos pays d'avoir 70% en quelque sorte de taux d'endettement par rapport au PIB, d'avoir en fait un déficit de 3% alors qu'il y a tout à reconstruire dans nos pays. Le Japon, qui est la deuxième industrie du monde, est à 130% de taux d'endettement. La France est à combien? La France est à combien? Donc ça, ce sont des chiffonneries qu'il faut relativement jeter. Lors des prochaines éditions. 1000% de taux d'endettement, nous on a besoin d'être développés. Ça va se faire, Inch'Allah. Merci Bertrand Tatinda. Alors à vous, c'est vous qui avez donc l'honneur de conclure l'émission. Tout dernier mot. Merci pour ce grand honneur. Oui. Et pour mon mot de fin, nous sommes sur la télévision panafricaine Afrique Média. C'est notre outil de combat et nous parlons de combat. Nous disons que ce que nous n'avons jamais cessé de marteler sur Afrique Média, menons le bon combat. Et le bon combat actuellement pour l'Africain et le panafricanisme, c'est quoi? C'est le combat, celui de la souveraineté. C'est en ce sens-là que nous appelons une fois de plus tous les chefs d'État à se réunir avant d'aller à cette rencontre-là, parce que c'est l'opportunité jurée pour saisir cette souveraineté-là à jamais s'ils parlent d'une seule voix. Et ce combat, ce bon combat, comment nous pouvons mener ça actuellement dans un partenariat entre
nos leaders et la population. La population doit se soulever pour soutenir nos leaders et demander le départ définitif de toutes les bases françaises et de la France dans toute sa dimension et qu'on puisse gagner notre souveraineté totale, encourager nos leaders en se soulevant, donc donner de l'argument à nos leaders de dire que voilà que mon peuple a décidé de ne plus vous recevoir sur le territoire français, je suis lié par vous, mais je ne peux rien faire contre mon peuple parce qu'un capitaine hors de l'eau n'est rien. Donc, pour dire que le seul combat, nous le gagnerons quand la population travaillera en synergie avec les leaders, en soutenant les leaders par les soulèvements populaires. Voilà. Allez, merci à vous. Donc, à vous.